Bienvenue à cette émission de Lire Juste, là où on tente d'aller au fond du livre. Au menu aujourd'hui, ce magnifique ouvrage de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. Le roman raconte l'histoire de Samba Diallo. Samba Diallo qui part de l'école coranique au pays du Dialobé vers l'école nouvelle, à elle, là où vivent ses parents. Plus tard, Samba Diallo va se ramasser à Paris où il poursuivra des études en philosophie. Malheureusement, il ne complétera pas ses études parce que rappelé au pays prématurément par son paternel. C'est finalement une vie marquée par l'interruption parce que tout comme sa formation à l'école coranique, sa formation de philosophie en France, la vie même de Samba Diallo lui sera prématurément arrachée. Ce roman ne fait pas que poser la problématique de l'identité, mais il va le traiter avec une extrême lucidité. La question apparaît très tôt dans le roman. Dès le premier chapitre, alors que les protagonistes tels que le directeur de l'école régionale, le chef coutumier de la province, le maître de l'école coranique, le père de Samba Diallo, eh bien tous ces protagonistes débattent de l'avenir du Dialobé, du pays du Dialobé. Mais plus spécifiquement, ils essaient de se demander s'ils doivent envoyer les enfants à l'école nouvelle. Le directeur de l'école régionale formule le problème en ces termes. Nous refusons l'école pour demeurer nous-mêmes et pour conserver à Dieu sa place dans nos cœurs. Mais avons-nous encore suffisamment de force pour résister à l'école et de substance pour demeurer nous-mêmes? Voilà le dilemme auquel le Dialobé est confronté. Cette préoccupation, c'est-à-dire cette tension entre l'identité et l'altérité, traverse le roman de part en part et en constitue en réalité le fil conducteur. Cheikh Hamidou Kane, c'est un haut fonctionnaire sénégalais qui a occupé d'importantes responsabilités dans son pays. Ce qui est intéressant avec ce personnage, qui écrit pourtant un des romans les plus importants de l'histoire de l'Afrique noire, de la littérature africaine, négro-africaine, mais je dirais de la littérature tout court, bien, il publie ce roman en 1961. Cheikh Hamidou Kane publie L'aventure ambiguë en 1961. Et il faut attendre plus de 30 ans plus tard, en 1995, pour qu'il publie son deuxième roman, Les gardiens du temple. L'aventure dans ce roman est double. Elle est d'abord collective, parce qu'il s'agit pour la communauté, telle que représentée par son élite, de savoir comment composer avec la nouvelle réalité, c'est-à-dire cette école nouvelle. Et autour de cette question, 1001 considérations, dont la plus importante évidemment semble être la survie des valeurs traditionnelles et la spiritualité même du Dialobé. Mais cette survie est-elle seulement possible si tout le reste, le corps, les moyens de subsistance s'évanouissent? Voilà le grand dilemme auquel est confrontée l'élite Dialobé. Et le chef la formule en des termes très intéressants quand il dit ceci: si je leur dis d'aller à l'école nouvelle, ils iront en masse. Ils y apprendront toutes les façons de lier le bois au bois, que nous ne savons pas. Mais apprenant, ils oublieront aussi. Ce qu'ils apprendront, vaut-il ce qu'ils oublieront? Je voulais vous demander, peut-on apprendre ceci sans oublier cela? Et ce qu'on apprend, vaut-il ce qu'on oublie? Mais cette culture sont-elles mutuellement exclusives? Ou pour le formuler comme le chevalier, le père de Samba Diallo, pour avoir ceci, faut-il renoncer à cela? Il est intéressant de noter finalement que c'est la vision de la grande royale qui finit par s'imposer. Elle n'est pas particulièrement emballée par l'école nouvelle, mais elle comprend spontanément qu'il est stratégique de l'embrasser. Ceux qui ont apporté l'école nouvelle ont vaincu leurs ancêtres. Comment et pourquoi, elle ne le sait pas. Par conséquent, ce n'est pas une mauvaise idée d'aller voir comment ils fonctionnent. Il faut aller apprendre chez eux l'art de vaincre sans avoir raison.
C'est à l'école nouvelle, bien sûr, que les enfants apprendront à lier le bois au bois pour pouvoir construire des maisons, des cases qui vont résister aux éléments, des maisons qui vont résister à l'épreuve du temps. La survie même du pays du Dialobé semble en dépendre et le chef en est bien conscient. Si je ne dis pas aux Dialobé d'aller à l'école nouvelle, ils n'iront pas. Leurs demeures tomberont en ruine, leurs enfants mourront ou seront réduits en esclavage. La misère s'installera chez eux et leurs cœurs seront pleins de ressentiment. Alors, une pensée que le maître même de l'école coranique a tout fait d'acquiescer quand il répond « La misère est ici-bas le principal ennemi de Dieu ». En s'exposant à la pensée matérialiste, le pays du Dialobé ne risque-t-il pas de perdre son authenticité, marquée essentiellement par sa foi et ses traditions? Cheikh Hamidou Kane parle de cette Afrique qui vivait autrefois de Dieu et de la forte liqueur de ses traditions. Mais l'aventure est aussi, et je dirais même surtout, individuelle. L'individu se frotte à de nouvelles réalités, il rencontre de nouvelles personnes, il doit composer avec de nouveaux savoirs, il doit composer avec de nouvelles façons de penser, avec une culture nouvelle. Samba Diallo quitte le pays du Dialobé pour se rendre à l'école nouvelle, à elle, la ville de ses parents. Là-bas, la méthode d'enseignement est différente. Quand le maître pose une question, l'étudiant ou l'élève qui se sent capable lève la main ou sollicite la parole pour répondre. Le contenu même de l'enseignement n'est plus cette parole révélée qu'il fallait mémoriser et ensuite salmodier sans faire d'erreur, au risque de subir les foudres du maître de l'école. Qui plus est, quand Samba Diallo se retrouve en France, c'est dans un univers aux antipodes de ce qu'il a toujours connu. Là-bas, il découvre un monde dénué d'émotions, un monde qui ne lui parle pas, un monde froid, un monde silencieux, un monde avec lequel il n'éprouve aucune communion, aucune sensation. Il est différent du sien, même dans son rapport à la mort. Il me semble qu'au pays de Dialobé, l'homme est plus proche de la mort. Par exemple, il vit plus dans sa familiarité. Son existence en acquiert comme un regain d'authenticité. Là-bas, il existait entre elle et moi une intimité faite tout à la fois de ma terreur et de mon attente. Tandis qu'ici, la mort m'est redevenue une étrangère. Tout le combat la refoule loin des corps et des esprits. Je l'oublie. Quand je la cherche avec ma pensée, je ne vois qu'un sentiment desséché, une éventualité abstraite, à peine plus désagréable pour moi que pour ma compagnie d'assurance. Et ce monde est aussi différent dans son rapport à l'autre. Diallo le résume ainsi: notre premier mouvement, parlant d'eux, les Africains, n'est pas de vaincre comme ils le font, mais d'aimer. Le véritable problème dans ce roman est donc celui de l'altérité. Mais pourquoi est-ce que l'altérité génère un si vif tiraillement chez l'être? Mais parce que déjà elle a vocation à ébranler les certitudes, à les relativiser. Parce qu'elle pousse à des interrogations inconfortables sur soi et sur son monde. En brouillant les repères, l'altérité fragilise le monde et crée un fort sentiment d'insécurité. Mais dans le cas du rapport entre l'Afrique et l'Occident, la question de l'altérité se pose avec beaucoup plus de gravité, parce que beaucoup plus tragique. Parce que cette question ne peut faire l'économie ni de la violence, ni du rapport de force. L'Occident n'arrive pas en Afrique en tant qu'invité, et les Africains n'embrassent pas l'occidentalisation de gaieté de cœur. Cela leur est imposé. D'autres voulurent palabrer. On leur proposa au choix l'amitié ou la guerre. Très sensément, ils choisirent l'amitié. Ils n'avaient point d'expérience. On leur a proposé l'amitié ou la guerre. Évidemment, ils n'étaient pas cons, ils ont choisi l'amitié. Ils n'avaient pas beaucoup d'expérience, dit le narrateur. Et par la suite, tout le bagage idéologique que vont déployer les vainqueurs sera simplement pour légitimer la perpétuation de leur violence initiale.
il me semble que c'est là que réside la source véritable des mouvements actuels qui se déploient sur le mode d'un retour aux sources. Ce retour, dans son versant modéré, va se traduire par les formes de ce que j'appellerais globalement l'égyptologie ambiante. Et dans son versant radical, par le rejet pur et simple des modèles et des valeurs venues de l'Occident. Évidemment, la question se pose, dans quelle mesure ce retour est-il seulement envisageable? Et je pense qu'Hamidou Kane est clairvoyant quand il fait dire à son personnage de Samba Diallo: il arrive que nous soyons capturés au bout de notre itinéraire, vaincus par notre aventure même. Il nous apparaît soudain que tout au long de notre cheminement, nous n'avons pas cessé de nous métamorphoser et que nous voilà devenus autres. Quelquefois, la métamorphose ne s'achève pas. Elle nous installe dans l'hybride et nous y laisse. Au final, on doit bien se poser la question de la pertinence, non pas de la pertinence, mais du degré de pertinence de certaines oppositions binaires qui traversent le roman. Par exemple, jusqu'à quel point le travail s'oppose à la prière, jusqu'à quel point est-ce que la foi et la science sont antithétiques. L'homme de l'Occident est-il fondamentalement différent de l'homme africain? Ce roman a l'inestimable mérite de susciter ces interrogations tout en mettant de l'avant, tout en mettant en évidence la profondeur de leur complexité. Je ne saurais fermer ce livre sans attirer l'attention sur le chapitre 3 de la deuxième partie. Dans ce chapitre, Samba Diallo fait une rencontre intéressante. Il rencontre un vieil homme dans les rues de Paris, un certain Pierre-Louis. Pierre-Louis qui est un descendant d'esclaves. Alors Pierre-Louis va longuement épiloguer sur le Cameroun. Comme juriste, Pierre-Louis a eu à défendre le Cameroun face à la France dans un litige. Et quel est ce litige? Il le dit lui-même. La source de tous les litiges était que les Français prétendaient avoir hérité plus de droits que n'en avaient réellement détenu leurs prédécesseurs allemands. Pour la petite histoire, quand l'Allemagne perd la Grande Guerre, la Société des Nations la dépossède de ses colonies. Et le Cameroun est donc placé sous protectorat franco-britannique. Mais le problème, c'est que avant la guerre, le Cameroun s'est plaint devant les tribunaux allemands parce que les aventuriers allemands sur le terrain ne respectaient plus les traités qu'ils avaient signés avec les chefs traditionnels camerounais. Puis la guerre a éclaté et dans le litige est demeuré pas complètement résolu. Et Pierre lui donc de rappeler ceci dans sa conversation avec Samba Diallo. Or, la Société des Nations elle-même, savez-vous ce qu'elle a hérité de l'Allemagne s'agissant du Cameroun? Elle a hérité un procès. Et la France ne pouvait donc pas prétendre avoir plus de droits sur le Cameroun que n'en avaient eu les Allemands. En lisant ce rappel, je ne peux m'empêcher, une fois de plus, de me demander par quel mystère cette chère France a-t-elle réussi son endémique asphyxiante main basse sur le Cameroun. Eh bien, c'était là pour l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre compte rendu. Nous parlerons alors de La Cicatrice, un formidable roman de Gilbert Dou.